Alors, la dernière fois, on a essayé d'établir ce qu'est l'expérience de la confiance dans ce qu'elle a de plus fort, Il y a un feedback, ça va être pénible, hein. c'est-à-dire euh, le, dans la relation d'altérité, hein, ce qu'on appelle traditionnellement l'amitié. Et donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est finalement la croissance de la confiance. Parce que la confiance, c'est une chose de l'établir à minima. C'est autre chose de chercher à la renforcer, la développer. Et on va voir d'ailleurs que c'est souvent dans la phase de la tentative de renforcement de la confiance que les épreuves commencent. On l'a vu, la confiance, elle ne peut pas commencer sans qu'on n'ait pas un minimum de connaissances pratiques les uns des autres. Euh, et, euh, et sans qu'on ait un intérêt à connaître la personne de l'autre telle qu'elle est. Qu'au fond, et qu'il y ait une réciprocité dans ce choix de connaissances, dans ce choix de s'intéresser en fait à la vie de l'autre, à l'autre dans ce qu'il est et à la vie de l'autre. Donc on voit bien, la confiance n'est pas simplement basée sur l'illumination de ce qu'est la merveille de la personne d'autrui abstraitement faite de sa vie concrète. Et la confiance n'est pas simplement non plus une espèce d'ajustement empirique. Vous voyez, bien sûr qu'il y a une confiance dans l'ajustement empirique dans n'importe quel groupe humain, hein, dans une entreprise, dans un groupe qui va marcher ensemble, je sais pas quoi, le week-end, ou même qui va passer des vacances ensemble. Il y a un ajustement, mais on voit bien, il y a des ajustements dans lesquels on est obligé comprenez bien, d'éviter la rencontre profonde de l'autre, parce qu'on n'est pas prêt à ça. Parce qu'évidemment, envisager une rencontre plus profonde avec la personne de l'autre, c'est envisager que ma vie puisse être positivement déstabilisée par la rencontre de l'autre. Donc la plupart du temps, dans nos vies quotidiennes, nous gérons les relations. Et donc nous restons en deçà de l'altérité. Nous restons dans un rapport que nous appelons de respect réciproque, qui est en fait une forme de mix entre le minimum de l'intérêt pour autrui pour que je puisse en tirer à la fois de l'agrément et de l'utilité, et une indifférence suffisante pour que la personne ne vienne pas trop percuter mon existence. Voilà. Et finalement, l'enfant ne sait pas faire ça, mais très vite il apprend, et l'adulte, la plupart du temps, inconsciemment, considère que la socialisation, c'est la gestion finalement de la relation. Alors, on est plus ou moins capable, hein, vous avez des gens qui sont très doués pour ça, pour réussir à être à la fois au minimum de la relation et au maximum de l'indifférence, d'autres qui sont un peu plus dans la relation et avec un peu moins d'indifférence, puis vous avez ceux qui ne sont pas capables, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils sont très impactés par les gens, comment dire ça, ils ne savent pas bien gérer les relations sociales, hein, ne pas savoir bien gérer les relations sociales n'est pas nécessairement le signe d'une grande profondeur, n'est pas nécessairement le signe d'une incapacité à la profondeur relationnelle, pas du tout. C'est que des fois, on est très affecté par les gens qu'on rencontre. Voilà. Donc, on l'a vu, pour passer de cette espèce de gestion, encore une fois, qui implique un respect de l'autre, qui s'appelle la politesse, hein, c'est déjà beaucoup, quand la vie sociale n'est même plus dans le respect d'autrui, c'est-à-dire qu'elle n'est que dans la prédation de ce qui m'intéresse chez l'autre en termes d'utilité et d'agrément, et dans la méfiance de tout ce qui pourrait perturber ma vie, ce qui est un petit peu l'ambiance culturelle dégradée d'un certain nombre de nos sociétés occidentales. Voilà, là, la confiance est plus difficile. Mais ce qui m'importe, c'est de voir comment est-ce que, étant allé vers la confiance, on l'a vu par la pratique d'autrui. Je ne peux pas aller vers la confiance uniquement par le fait de se regarder dans le blanc des yeux, c'est-à-dire par l'apprivoisement de la personne à travers sa manière d'être. Donc cet apprivoisement implique cette gestion dont je parlais tout à l'heure, mais en vue d'aller plus loin, en vue que progressivement je baisse la garde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et on voit bien que dans le service, il y a un moment donné où le face-à-face des deux personnes euh, peut être évitable, hein, mais apparemment il est choisi, mais il n'est possible que quand il est réciproque. On l'a vu, hein, la rencontre ne se fait que sur la base d'un choix réciproque. Je ne peux pas rencontrer l'autre si l'autre ne veut pas se laisser rencontrer, ne veut pas me rencontrer, et l'autre ne peut pas me rencontrer si je ne le laisse pas accéder à ma personne. Alors il y a des circonstances qui fait qu'en fait cette rencontre a lieu presque à notre insu, hein. Un moment d'euphorie, voilà, un moment oui, où tout d'un coup on a baissé la garde à cause des circonstances ou parce que la fascination extérieure de l'autre nous a fait baisser la garde, voilà. Mais
cette rencontre, évidemment, c'est pas at first sight, c'est pas du premier coup que je rencontre l'autre. Non, j'entrevois quelque chose, et après ça, c'est dans cette répétition de la rencontre et de l'apprivoisement de l'autre dans la vie concrète, en partageant des moments d'existence, qui fait que, voilà. Ceci étant dit, je vois bien que cette rencontre dans l'altérité, ou cette confiance à l'intérieur d'une relation d'altérité, elle est évidemment essentielle vis-à-vis des personnes auxquelles on va choisir, ou on a choisi de donner une place importante dans notre existence. Mais on peut dire qu'il y a deux endroits où elle est nécessaire. L'un, moi, c'est ce que j'appellerais la famille. C'est pour ça que d'ailleurs, quand la relation d'altérité n'existe pas dans le couple, c'est très difficile la vie familiale, parce que la vie familiale, étant donné la proximité des individus les uns avec les autres, elle n'est qualitative que si, d'une certaine manière, l'altérité est à l'horizon. D'accord ? Et donc c'est évident, alors on me dit, ah oui, mais la relation de couple, c'est compliqué, l'altérité s'altère rapidement, parce que d'abord il y a la relation homme-femme, puis il y a l'affectivité concrète, qui est mise à vif, hein, entre les deux personnes adultes, parce que les enfants c'est plus malléable. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il me semble qu'il y a des endroits où l'altérité, il est important de tenter d'aller vers cette relation pour pouvoir, pour qu'elle puisse enrichir la vie avec les autres, c'est l'espace familial. Et puis, il y a un autre endroit où là, elle est une condition sine qua non, c'est l'accompagnement personnel. Alors, qu'est-ce que je mets dans l'accompagnement personnel? On pourrait mettre l'éducation, mais vous avez compris que s'il fallait attendre que les parents soient des gens patentés en accompagnement personnel, ils n'auraient jamais d'enfants. Mais quand même, l'enfant, c'est une interpellation à l'accompagnement personnel, et l'accompagnement personnel, ça va du médecin à l'accompagnateur spirituel, en passant par le psychothérapeute, hein, en passant par la relation d'amitié, parce que dans l'amitié, il y a le face-à-face de la personne, puis il peut y avoir aussi une dimension d'accompagnement. Et c'est très étonnant, c'est pas la même chose d'ailleurs, d'être dans un face-à-face avec l'autre et d'essayer de lui donner à sa demande un conseil sur quelque chose qui ne me concerne pas directement, qui est une autre dimension de ça, mais une autre relation par exemple. L'autre peut me donner des conseils sur la relation à ses parents ou à ses enfants, des fois même à son conjoint. On peut avoir des amis qui nous demandent des conseils là-dessus. Voilà. Et là, on voit bien que la dimension de l'altérité est capitale. Parce que je ne peux pas véritablement conseiller personnellement l'autre si je ne suis pas capable d'identifier ce qu'est sa personne distinctement de la relation qu'elle a à moi. C'est assez simple. Et que je sois au clair sur ce qui, dans la relation à moi, pourrait empêcher la qualité du conseil ou du discernement que je pose pour essayer de l'aider. Hein, donc on n'est pas thérapeute, médecin ou éducateur comme ça. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on découvre que d'être parent, finalement, c'est pas possible si on ne dialogue pas avec des gens qui ont plus de maturité que nous. Moi je suis persuadé de ça. C'est une école d'être parent. C'est pas un métier, mais c'est aussi exigeant par certains côtés qu'un métier. Et je pense que dès qu'on a des enfants, en fait, il faut accepter que le chantier même de la relation, au-delà de la dimension homme-femme d'ailleurs, soit complètement, que ça soit mis en chantier, parce que l'enfant réclame une altérité, et donc de travailler l'altérité à l'intérieur de la relation entre les parents, et pas qu'entre les parents d'ailleurs, aussi avec les grands-parents. Donc la famille devrait être un laboratoire de l'altérité. Voilà. Et qui dit laboratoire de l'altérité dans le cas de la famille, avec une aide externe, enfin avec des contributions de gens plus mûrs que nous, qui sont plus loin dans ce travail. Bon, bien sûr, je me suis dit, mais au fond, c'est très aristocratique. Aristote d'ailleurs assume que l'amitié, c'est très rare. Et on pourrait dire, bah oui, là, on est en train de développer un truc qui existe quasiment nulle part. Bon, c'est vrai. Et en même temps, cette question est plus que jamais dans l'histoire de l'humanité à l'horizon. Il y a 50 ans, cette question n'était pas à l'horizon de la vie de beaucoup d'habitants de cette planète. Hein, de quelle question? De l'altérité. D'accord. Les gens qui se posent la question de l'altérité, c'est quelques philosophes, quelques personnes vivant d'une amitié remarquable, que ce soit dans le couple ou ailleurs. Hein. Le reste des gens essayaient de gérer les choses comme ils pouvaient. C'est-à-dire que la sensibilité la sensibilité à la qualité de la relation à autrui ne faisait pas partie des préoccupations culturelles. D'accord ? Aujourd'hui, elle est au cœur de la civilisation occidentalo-européenne et elle se planétarise. Aujourd'hui, les gens sont plus sensibles, partout sur la planète,
à la question de la relation à l'autre. On le voit sur, par exemple, la question de la colonisation, de la décolonisation, la question de l'esclavage, la question de l'interventionnisme d'un peuple par rapport à un autre, la question de l'oppression des personnes, hein, est une préoccupation quand même qui s'est planétarisée. La question des droits de l'homme n'est pas une question dont on peut dire qu'elle est purement, elle existe purement à la haine. Non, elle est planétarisée. Même à l'époque de l'amour fou avec Tristan et Isolde. Oui, mais c'est très ponctuel, de nouveau. Hein. La relation d'altérité, elle existe depuis la nuit des temps. C'est Gilgamesh et Enkidu, donc, sont dans une relation de type d'amitié. David et Jonathan, voilà, on voit bien que c'est pas d'aujourd'hui l'amitié. Le Christ, très clairement, dans l'Évangile, par exemple, Jésus de Nazareth parle de ça vis-à-vis de ses disciples. Aristote en parle, voilà, y compris dans la vie conjugale, hein, ce qui est tout à fait innovant de la part d'un grec. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui, mais ça reste aristocratique, c'est-à-dire ça reste réservé à un petit groupe de gens qui ont la chance de pas grandir dans la survie permanente, tu vois, je veux dire, dans la gestion des traumas immédiats, voilà. Donc c'est un tout petit bout de l'humanité, je dis pas que ça... Voilà. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que aujourd'hui la sensibilité à cette question, de manière pas toujours clairement au plan philosophique, hein, c'est planétarisé par plein de biais, y compris par l'opéra de Wagner de Tristan et Isolde fait savoir à la planète entière, parce que Tristan et Isolde de Wagner, il a été joué dans plein de pays, tu vois, je veux dire au Japon, en Afrique du Sud, en Chine, enfin tu vois, voilà. Donc la sensibilité à cette relation à autrui, elle est désormais planétaire. Donc la question qu'on est en train de traiter, même si même nous on a du mal à la vivre, la sensibilité à cette question est devenue extraordinairement large. Et quand tu as soulevé une question, c'est difficile de la réenterrer quand elle s'est soulevée collectivement. Voilà. Donc aujourd'hui, je dis, on est dans l'ère où on a posé la question de l'altérité et on y est sensible, et malheureusement, on n'a pas plus les moyens qu'avant. On a d'ailleurs presque moins de moyens, parce qu'il y a une culture médiatique, de l'imaginaire, une culture de la décadence, une culture de la perte de points de repère, qui la rend très difficile. Donc c'est paradoxal qu'on est hypersensible à cette question, et on a moins que jamais la vertu pour la mettre en œuvre, tu vois. Tu vois ça, tu le vois d'ailleurs, tu es dans le métro, tu écoutes les plus jeunes, tu vois bien, il y a un désir de la relation, mais avec quel moyen? Puisque quand tu es dans l'hypersubjectivité autocentrée, tu fais comment? Quand tu es dans la panique et l'angoisse instantanée, tu fais comment pour aller vers l'autre? Tu n'as pas les moyens, voilà. Donc on est dans le paradoxe, et pour moi c'est un paradoxe spirituel aujourd'hui, pas du tout religieux, hein. C'est le paradoxe spirituel du 21e siècle. C'est d'avoir une sensibilité à crier du besoin d'autrui et d'une relation juste à autrui et un effondrement des moyens comme jamais. Parce que là encore, dans une société traditionnelle un peu cadrante, un peu avec des idées collectives relativement fixes, je veux dire, bon, ça peut créer un cadre de la relation. Voilà, aujourd'hui, ce cadre, il n'existe même plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc, du coup, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de comprendre plus clairement là où on en est dans notre analyse, dans notre compréhension de la confiance. Finalement, ça repose sur quoi? Une fois que c'est là, d'identifier ce à partir de quoi je vais la faire grandir. Donc, c'est quoi les fondements? On l'a vu, réciprocité dans l'engagement au bien qu'est l'autre. Réciprocité, choix dans l'engagement envers le bien qu'est autrui. Donc c'est pas autrui au sens neutre, hein, c'est autrui comme un bien. Et si je suis plus précis, ça demande à la fois une détermination de la volonté, ça se fait pas comme ça. Il faut que tu le choisisses. Et que pas simplement tu le choisisses, de te tourner vers l'autre comme bien, mais que tu te détermines à ça comme un élément important de ton existence. Un élément même. Parce qu'il faut être lucide. À partir du moment où tu commences à te déterminer, à t'intéresser à la personne d'autrui, de nouveau ce que je disais, l'impact sur ton existence peut être extrêmement profond. Parce que tu pressens bien qu'autrui est de nature à t'enrichir ou à atteindre ta vie en profondeur. À l'enrichir au sens où on fait de l'uranium enrichi, c'est-à-dire vraiment... voilà, donc on sent bien ça. Deuxième, pas seulement une détermination de la volonté, mais aussi de cultiver un réalisme de remise, comprenez pas, non pas à distance d'autrui, mais de me remettre dans l'altérité. Parce qu'il y a tout ce que je sais de l'autre, tout ce que j'aime bien de l'autre, tout ce que j'aime moins bien de l'autre, tout ce que je sais de moi, tout ce que j'aime bien de moi, tout ce que je n'aime pas de moi.
Et j'ai besoin régulièrement de me remettre dans un face-à-face, qui fait que l'autre, il est ce qu'il est. Le philosophe appelle le jugement d'existence, qui fait que l'autre, tu es ce que tu es, je suis ce que je suis, et il y a d'abord altérité. Autrement dit, la communion, quand elle est réaliste, ou l'union des cœurs, on va dire ça comme ça, réclame de revenir sans cesse à l'altérité, sinon elle se transforme en une espèce de fusion affective, voilà. Donc c'est pas facile, d'ailleurs. Parce qu'en plus, plus l'autre, on va le voir, déteint sur ma vie, plus qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre. Alors évidemment, comme dirait l'autre, tout ce qui est à moi est à moi, et tout ce qui est à toi est à moi, enfin tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à moi. Voilà, comme disait Sacha Guitry, l'amour c'est de devenir un, la question c'est de savoir lequel des deux. Bon, voilà, c'est tout. Donc c'est pas si simple de continuer à ce qu'une part de moi soit atteint en profondeur par ce qu'est l'autre, qu'une part de l'autre soit atteint en profondeur par ce que je suis moi, et qu'en même temps, ben, nous ne pouvons pas nous synthétiser. Voilà, la communion n'est pas une synthèse. La communion n'est pas une fusion, mais elle n'est même pas une construction synthétique. C'est très étonnant à dire. C'est une manière dont chacun déteint dans la vie de l'autre jusqu'à, oui, modifier des choses profondes de son existence par sa personne. Donc on peut dire, oui, qu'on devient un petit peu l'autre, c'est ça? Oui, on devient l'autre, l'autre devient nous, tout en devenant normalement encore plus nous-mêmes. Alors on va voir, ça c'est ce vers quoi on tend. Ensuite on va voir qu'il y a quelques bugs. Là je suis pas d'abord sur les bugs, je suis sur les fondements. Et puis il n'y a pas que le jugement de science, il y a aussi le jugement empirique, le jugement prudentiel. C'est-à-dire, ok, très bien, l'autre c'est une merveilleuse personne, mais vu sa capacité par ailleurs à m'exaspérer au dernier degré, surtout au moment du printemps, parce qu'il y a du je sais pas trop quoi, je suis allergique. Non, mais tu as celui du matin, l'autre du soir. Quand on se rencontre, moi je suis de la montagne, l'autre il est de la mer. Enfin bon, bref, mais sa personne est magnifique. Voilà. Et donc il y a aussi l'élément des moyens. La relation, ça se construit par les moyens. Et puis l'autre, finalement, par son métier ou d'autres choix personnels, part à l'autre bout de la planète, c'est très bien la visio, mais enfin, ça fait quand même pas non plus. C'est pas une chose que d'aller manger ensemble. Donc le jugement prudentiel, c'est dans cet ordre-là, détermination de la volonté, réalisme de l'intelligence dans le face-à-face, et jugement prudentiel. Qu'est-ce que ça met en chantier, tout ça? Donc ça, c'est les fondements. Ensuite, ça, évidemment, une fois que j'ai ces fondements, qu'est-ce que ça met en chantier? Ça met en chantier la connaissance de l'autre, la connaissance de moi-même, et la connaissance du concret de la relation, du mode par quel chemin ma personne peut être mise à disposition de l'autre pour qu'il devienne plus lui-même, par quel chemin la personne de l'autre se met à ma disposition pour que je devienne plus moi-même. Oui, c'est très concret ça. Et ça, ça ne s'invente pas par mode de projet, puisqu'on est, vous comprenez bien, on n'a pas développé, mais on est dans l'antithèse du travail. Dans le travail, tu as une idée, un projet, une réalisation, des moyens, un but atteint et une validation du but atteint. C'est très concret. La relation, c'est l'inverse. Tu ne peux pas te fixer un objectif. Tu peux te fixer une finalité. Mais c'est quoi ton objectif? Tu ne sais pas du tout ce que ça donne. L'autre plus présent dans ta vie, toi plus présent dans la vie de l'autre, et le rayonnement que ça a, et l'interaction que ça a avec tous les gens autour. Tu n'as aucune idée de ça. Et tu ne peux même pas t'en faire une idée, parce que ça ne relève pas d'une idée. Ça relève à la fois d'une prise de risque et d'un apprentissage progressif de... Alors c'est très étonnant, parce que le point de fixe, on l'a vu d'ancrage, c'est ce qu'est l'autre. Donc plus je me rapporte à ce qu'est l'autre, plus je vois, ben oui, il y a ce qu'est l'autre, et puis il y a son mode d'existence. Il y a ce que je suis, mon mode d'existence. Il y a l'interaction de nos modes d'existence. Donc vous voyez bien, c'est comme une espèce de... C'est un peu comme le jazz, c'est comme une improvisation. Il y a des ancrages, ce qu'est l'un et l'autre. Il y a des choses aussi sur lesquelles on se retrouve, parce qu'à force de s'apprivoiser, on voit bien qu'il y a des sujets, des domaines, des activités, des moments où on arrive facilement à se retrouver. Puis il y a des moments plus difficiles, donc il y a aussi comprenez bien, toute une stratégie d'existence qui se met en place, mais qui n'est pas une stratégie militaire, qui est plus une stratégie à la fois de récurrence et d'improvisation. De récurrence, c'est ce que dit Kierkegaard,
c'est la répétition jusqu'à l'ennui, parce qu'effectivement, il y a des moments, oui, tu peux être moins intéressé par l'autre, ou le côté où l'autre t'ennuie un peu ou t'énerve prend le dessus pour telle ou telle raison, et on le reverra, tu n'arrives pas nécessairement à le gérer. Donc tu persévères, il y a des moments de persévérance, il y a des moments de gestion de la situation difficile, puis il y a des moments au contraire de créativité relationnelle. Et ça serait bien si c'était une valse à 3 temps, mais des fois c'est pas du tout comme ça. Des fois une valse à 2 temps, puis 2 temps qui durent, le problème tu le trouves pas, c'est-à-dire que tu commences à t'énerver, à t'ennuyer, bon, tu essaies de renouveler, puis tu vois qu'il faut persévérer dans une espèce de forme de plus appauvrie de la relation. Des fois où le silence s'installe, où voilà, où tu vois bien que c'est plus lent, c'est plus lourd aussi des fois. Puis d'un coup ça se débloque, et puis enfin voilà, c'est très bizarre ça. Hein. Alors c'est évident que la connaissance de soi, ça passe aussi par l'apprentissage de la vertu, c'est-à-dire plus... Parce que la vertu, c'est quoi? C'est d'apprendre à ce que dans mon comportement tous les jours, ma personne émerge plus. Comprenez bien que ma personnalité, pour moi la vertu, c'est le fait que ta personne émerge au-delà de ton tempérament et de ta personnalité. Ton tempérament, tu as un tempérament fougueux, ok, mais là tu vas te calmer parce que la personne, il faut que tu sois plus calme, plus à l'écoute, tu vas être plus... Voilà. Donc, tu as des gens, c'est l'inverse, c'est des introvertis silencieux, sauf que si chaque fois que tu jettes un caillou, ça fait même pas plouf, tu sais pas ce qui se passe en face, il faut bien que tu dises quelque chose, quoi. Et voilà. Et donc, la vertu, elle m'aide à ne pas être à la merci uniquement de mon tempérament. Et la vertu, elle m'aide à ne pas m'enfermer dans ma personnalité, parce que ma personnalité, elle a des routines, elle a des plis progressifs. Alors, tu as moins de personnalité à 20 ans qu'à 25, mais à 25, ça commence à devenir... ta personnalité, elle commence à avoir des traits caricaturaux aussi. Hein, oui, alors tu es l'homme qui fait toujours des blagues, ou tu es la femme merveilleusement servante, ou l'homme qui est tout à fait servant et la femme qui fait des blagues. Hein, c'est pas nécessairement genre et tout ça. Et voilà, et alors à un moment donné, il ne faut pas que tu t'enfermes non plus là-dedans. Parce que les autres vont pris l'habitude. Vous voyez, la personnalité, c'est aussi les jeux de rôle qu'on se met à jouer les uns avec les autres. Voilà. Donc tout ça, c'est très gentil. Mais la vertu, c'est ça, c'est d'émerger dans ma personne. C'est d'essayer que, comprenez bien, mon tempérament et ma personnalité, on l'avait vu, hein, mon tempérament, mon caractère et ma personnalité soient plus des moyens d'émergence de ma personne que des substituts à ma personne. Tu peux te cacher derrière ton tempérament, derrière ton caractère, derrière ta personnalité, ou au contraire, tu peux t'en servir, voilà, en sachant, en veillant à ce qu'il ne soit pas des pièges. Donc tu es plus impulsif, tu vas prendre le temps d'apprendre à te taire, à écouter, pour ça tu vas demander de l'aide, parce que tu sais que une fois que tu auras appris la vertu de l'écoute, ça va permettre un enrichissement plus profond de ta personnalité, parce que ça va permettre une expression de ta personne que ne manifeste pas ta spontanéité, par exemple. Et inversement. Tu vas prendre le risque de dire des choses, tu vas te chercher le contexte, où tout d'un coup, tu dis des trucs, même comme tu n'aimerais pas que ça sorte, mais il va bien falloir qu'à un moment donné, ça sorte. Parce que tu t'aperçois que le repli stratégique silencieux, à la fin, c'est pas non plus cohérent avec ta personne profonde. Voilà. Vous voyez, donc ça s'appelle de l'auto-éducation, mais l'auto-éducation, c'est ça, ce qu'on appelle la vertu, c'est ça, c'est-à-dire, vous voyez, d'apprendre à faire avec mes émotions, surfer sur ce qu'elles ont de positif, tempérer ce qu'elles ont de négatif, repérer les circonstances dans lesquelles les émotions s'emballent. Voilà. Bon, c'est tout un art. Sauf qu'un art, au bout d'un instant, tu arrives à une vraie maîtrise. Là, c'est lent, la maîtrise. C'est plus une espèce de forme de sagesse. Hein. Et de sagesse, vous comprenez bien que c'est aussi sur fond d'humilité, surtout quand l'environnement, et on est en plein dedans, te surchauffe. C'est-à-dire que par moment, tes émotions, ta passion, ton affectivité devrait être à ça, et elle est à ça, quoi. Parce que l'ambiance la surélève, donc tu régresses dans un silence absolument terrorisé, ou au contraire, tu te mets à partir dans une espèce de, tu vois, d'expressivité où tu sais plus où t'es, quoi, tellement tu parles, quoi. Enfin, tu vois, c'est très bizarre ce monde qui te transforme comme une serre chaude, tu vois, tout est suraugmenté affectivement. En plus, tu as les images de tout, de violence, d'oppression, d'agression, de régression, tu as tout dans la tête. Aujourd'hui, à 20 ans, tu sais beaucoup plus, de manière purement virtuelle, mais tous les malheurs possibles du monde, que n'importe qui il y a 100 ans. Il faut voir un peu
si tu veux, comment imaginativement un jeune qui a 15 ans est au courant de toutes les déviances possibles de l'humanité. Tu vois, t'as la panoplie de toutes les salles de torture du monde, de toutes les horreurs du monde, de toutes les déviances possibles du monde. Et là-dedans, tu es comme un lapin devant des phares de voiture hein, aussi des fois. Hein. Donc, avant que tu te calmes, que tu aies un espace pour te retrouver toi-même. Bon, bref. Donc là, ça, c'est ce qu'on avait vu, c'est toute la construction de la confiance en toi. Hein. La vertu, c'est la confiance en soi, c'est une vertu, et qui s'apprend dans le face-à-face avec moi-même. Donc là encore, je n'y reviens pas, on l'avait vu, quel dosage dans le face-à-face avec moi-même, dans le face-à-face avec un autrui qui me challenge, et dans le face-à-face avec un autrui qui au contraire me rassure. J'ai besoin d'aînés aussi, bon, je ne vais pas développer, mais j'ai besoin d'aînés. Je ne peux pas être que dans des personnalités dont je sais qu'elles vont être déterminantes pour ma vie, mais qui me mettent tout le temps en chantier intérieur. J'ai aussi besoin de quelqu'un qui est un peu plus loin, qui est peut-être moins important dans ma vie, mais qui a un rapport d'altérité plus fluide, et qui vient me confirmer aussi. Vous voyez, Donc vous voyez bien, même s'il y a des personnes plus centrales, je ne peux pas m'enfermer dans une relation en face à face. J'ai besoin absolument, enfin c'est simplement l'humilité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus en avant que moi, qui n'ont pas la même place effective dans mon existence, mais vis-à-vis desquels la relation d'altérité va m'aider à grandir. C'est vrai, la relation d'altérité avec un aîné ou une aînée, hein, c'est pas exactement la même chose, c'est comme la relation d'accompagnement. Là-dedans, sur quoi est-ce qu'on va... donc je vous disais, si on prend en charge la croissance de la confiance, on voit bien qu'est-ce qu'on va faire. On va intensifier les moments de possibilité de communion. C'est-à-dire le moment où vraiment la personne de l'autre est plus sereinement. Alors ça peut être quelques minutes, quelques heures, ça peut durer un peu plus longtemps de manière un peu circonstancielle, hein, mais où la présence de l'autre, elle est vraiment enrichissante à fond. Mais je vois bien que ça, c'est possible que si j'apprends à partager l'existence de l'autre, parce que je ne peux pas m'installer là-dedans. Ça n'existe pas, les êtres qui se posent l'un à côté de l'autre et paf, ça rayonne. Non, ça c'est vrai. Il peut y avoir des moments comme ça. Et c'est ces moments-là qui rendent visible la communion profonde. Voilà. Mais, eh bien, il n'y a pas de construction de la communion, mais il y a une construction de la prudence sur la manière de partager des moments d'existence qui favorisent la communion, d'abord la plus profonde, et puis si possible aussi qu'elle soit jusque dans la perception. Enfin, parce que c'est bien d'être en communion profonde et d'être par ailleurs en état un peu à vif en permanence, c'est encore mieux quand je suis un peu moins à vif et plus en paix, quoi. Enfin, oui, donc le but c'est quand même de pouvoir, comprenez bien, profiter spirituellement de la présence de l'autre. La confiance, il y a des moments c'est paisible et serein. Et en même temps, je vois bien quand on perçoit, on va y revenir, la grandeur de ce à quoi on aspire, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose presque dans le désir, hein, pas le désir affectif primaire, autocentré, le désir de la rencontre autrui, il y a presque quelque chose d'illimité. Et on va voir c'est quoi les limites, jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça va cette rencontre avec l'autre. Peut-être aussi rappeler, avant de regarder les obstacles, comment, vous percevez bien, on l'avait souligné, comment il y a une espèce d'oscillation entre une connaissance plus contemplative de ce qu'est l'autre, le réaccueil d'autrui, le réémerveillement devant autrui, le renouvellement de la gratitude de ce qu'est l'autre, et de ce qu'il est dans mon existence, de ce qu'il est en lui-même, et de ce qu'il est dans mon existence. Et donc ça, c'est un premier extrême, plus contemplatif. Et puis, il y a l'élément plus pratique. Je dis ça parce que les compétences que chacun va développer sur l'un et l'autre registre ne sont pas nécessairement les mêmes. Vous avez des gens, ils découvrent l'autre, mais c'est en pratiquant d'une certaine manière. Et dès qu'ils sont un tout petit peu face à l'autre pour lui-même, ils sont un peu perdus parce que ils ont besoin du marchepied de faire quelque chose. Voilà. Et inversement, tu as des gens, ils sont un peu comme les ravis de la crèche, donc ils sont très émerveillés de l'autre, mais alors pour mettre en œuvre les trucs, là, c'est un peu des manchots, quoi. Ou des manchottes. Hein. On est quand même ou dans la maladresse permanente. Enfin, vous voyez, tu peux être très maladroit. Hein.
tu vois ce qui est merveilleux dans l'autre, mais alors dès que tu mets en œuvre, et c'est bien essayé, mais un peu à côté de la plaque. Une générosité bien essayée, en permanence, tu vois. Tu as des gens, ils se lassent pas, ils réessaient, puis... Mais non, tu sais bien que non, j'aime pas les pivoines, moi. Plutôt les violettes. Je te l'ai dit 50 fois. Oui, mais moi, j'aime bien les pivoines. Oui, mais tu vois, c'est... Oui, tu as raison, je suis nullissime, je te demande pardon. Donc il y a des gens, ils sont merveilleux. Leur mode pratique le plus merveilleusement aimant, c'est de demander pardon tout le temps tellement ils sont à côté de la plaque. Voilà. Puis inversement, tu as des gens, ils sont très doués. Mais on fait des baquettes, c'était merveilleux là, tu vois, tu as tout organisé, c'était super. Mais tu as tellement tout organisé que tu es plus un organisateur qu'un ami là, tu vois. Donc on peut arrêter là. Ok, c'était super, on va faire autre chose. Donc, sur le programme, c'était nickel. Mais là, on va prendre une après-midi off, on fait rien. Rien? Oui, rien. Je sais pas, on va parler, on va faire des spaghettis, on va pas aller au resto. Enfin, tu vois, comment dire ça, on va aller marcher un peu, ou on va inviter quelqu'un. Enfin, vous voyez, cette espèce de capacité. Voilà. Alors, c'est là évidemment qu'il faut commencer à aborder, parce que ça fait partie du réalisme de la croissance de la confiance, les obstacles qu'on a touchés depuis le début dans notre démarche. Mais on va dire des obstacles les plus radicaux aux obstacles les plus récurrents. L'obstacle le plus radical, c'est la faiblesse à se déterminer. C'est-à-dire la remise en cause permanente de est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Est-ce que l'autre me fait confiance? Est-ce que c'est vraiment l'autre? Est-ce que c'est vraiment moi? Enfin, vous voyez, alors là, aujourd'hui, on est dans un monde... on n'est pas dans la Boétie et Montaigne, hein, on est compliqué, quoi. Et donc, évidemment, plus le contexte dans lequel on est un contexte qui favorise la confiance, une forme de réalisme, de simplicité, et plus la détermination profonde, elle s'ancre. Voilà. C'est plus difficile dans un monde comme dans lequel on est, dans lequel le soupçon sur autrui et sur soi est à tous les coins de rue. C'est pire que le Covid, quoi. Tu vois. Puis là, tu peux pas te mettre en confinement. Enfin, si le confinement s'appelle la régression dépressive. Mais voilà. Donc, il y a aujourd'hui, le niveau de détermination intérieure que réclame l'affrontement d'une culture du soupçon est beaucoup plus élevé qu'il y a 50 ans, il faut être clair. Mais voilà, c'est vrai que le travail sur la détermination, c'est-à-dire, je fais confiance à ce que j'ai perçu de l'autre, même si j'ai encore à l'affiner, et je vais plutôt aller demander confirmation à des gens qui connaissent vraiment l'autre, que plutôt que vis-à-vis de ceux qui ont des soupçons sur lui, ou sur elle, vous voyez ce que je veux dire? Je suis frappé là, on élit le pape, il ne faut pas 48 heures pour qu'on commence à faire la liste de tous les endroits où on va pouvoir l'agresser. Ah oui, parce qu'à un premier moment, merveilleux ses qualités, ça y est, on va chercher tous les dossiers, on va dire jusqu'à ses arrière-arrière-grands-parents, on va voir s'ils étaient esclavagistes, tu vois ce que je veux dire, jusqu'à la moindre activité dans sa vie qui pourrait poser question, de toute façon déjà d'être américain c'est louche, enfin tu vois, est-ce qu'il est trumpien, anti-trumpien, contre-trumpien, para-trumpien, enfin tu vois, tu peux être américain sans nécessairement être obsédé par l'américain, c'est manifestement le cas d'ailleurs de cette personne. Et donc, je te dis, c'est quand même formidable. Parce que, évidemment, quand tu vis dans une culture comme ça, vis-à-vis des gens publics, bah, tu fais ça avec tes voisins aussi. Hein. Voilà, bah oui, non, mais peut-être que c'est un psychopathe, peut-être qu'en fait, cette concierge-là qui a l'air gentille comme tout depuis qu'elle connaît 20 ans, peut-être qu'en fait, elle est parfaitement louche. Peut-être, je sais pas trop quoi, moi, de l'église de Scientologie, elle fait de la magie noire. Qui sait? Sous ces airs tout à fait anodins de Madame Michu. Bon. Et donc, c'est pour dire, voilà, l'obstacle premier, c'est normal, ça correspond au fondement premier, c'est la détermination. Alors, qu'est-ce qui empêche la détermination? Eh bien, les peurs et l'imaginaire. Les peurs. C'est très étonnant comment la peur altère tout de suite la confiance. Alors, la peur, elle est évidemment pas première, puisque la peur, elle est fondée sur de la projection. Pourquoi tu aurais peur de l'autre? À cause des possibles. Parce que tu aies peur de l'autre, parce qu'il ne sait pas conduire bien,
Et donc, il vaut mieux lui dire, attends, tu vois, je vais prendre le volant là. J'ai peur, moi, quand tu conduis. J'ai objectivement peur, parce que vu qu'on a failli se mettre quand même 3 fois objectivement dans le fossé, là, voilà, bon, ça, c'est des peurs objectives. Ou la cuisine, tu vois, de me dire, tu vois, cette fois-ci, c'est moi qui vais la faire, la sauce bolognaise là. Ah non, on a réussi à la manger la dernière fois, mais voilà, tu vois, tu te souviens bien, on a fait des efforts. Heureusement, c'était le carême, mais là, maintenant, je vais la faire, la sauce bolognaise, si tu veux bien. D'ailleurs, même si tu veux pas, je vais quand même la faire. Donc, on a des peurs objectives. Et puis, il y a les peurs qui sont alimentées surtout par les possibles, les projections. Sauf que la projection, c'est impossible, donc je suis presque certain, tu sais. Non, mais moi, je connais les gens comme ça, j'en suis sûr. Bon, t'en es sûr de quoi? Ah non, mais il y a un truc louche là. Évidemment, il a la tête de ton grand-oncle qui lui était louche, donc évidemment, le petit clignement d'œil sur le bord. Ben, on peut vite devenir. Vous voyez, la parano, c'est ça, hein. Enfin, la parano, pas maladive, psychotique, mais c'est. Et on est quand même dans une culture qui alimente énormément ça. Donc c'est vrai que tu vois là que, du coup, l'expérience de l'autre, directe, simple, élémentaire, devient presque une nécessité. Et du coup, je dirais, face à cet obstacle, c'est d'entrer dans la saveur du simple. L'autre, tu l'as là. Il est là, l'autre. Tout ce qu'il est là. Il n'y a pas de deuxième. Donc, si là, dans l'expérience que tu as en direct de l'autre, tu ne vois pas de tiroir de double fond, mais il n'y a pas de double fond. Même à un moment donné, tu vois qu'il n'y a pas de double fond. Donc, pour ça, les gens te disent, ah non, mais il y a un double fond. Mais je suis désolé, je le vois. Personne ne connaît mieux l'autre que celui qui s'en approche. Donc, si tu t'en approches pas sous prétexte que tu as peur, eh ben, tu pourras jamais. Tu vois, il n'y a que l'expérience d'autrui qui me fait savoir qui il est. Je n'ai pas moyen de manière indicielle. Ce n'est pas un diagnostic maladif. Bon, il y a derrière évidemment tout l'enjeu de la peur et de la vérification de manière indirecte. Tu vois, c'est très bizarre ça. Ne pas faire confiance, la relation à l'autre et la confiance en autrui et toute la richesse de la rencontre avec autrui m'aide et m'oblige à avancer sur la confiance profonde dans mon intelligence d'expérience. C'est-à-dire dans le fait que la connaissance que j'ai d'autrui, elle est réaliste. C'est réellement l'autre que je connais. Alors évidemment. Donc la meilleure manière d'annuler les projections, c'est l'autre. Et donc l'autre scelle à vérifier, comprenez bien, le caractère projectif de mes projections, au lieu de me servir de ma projection pour aller vérifier si l'autre est ce qu'il est, vous comprenez? C'est moi qui me vérifie. Autrement dit, la vérification dans la relation, elle porte d'abord sur moi. Parce que, alors bien sûr, je peux aussi, dans la connaissance réelle de l'autre, voir ses limites. Mais si l'autre est dans une recherche de connaissance de lui-même, ben, le partage de la limite, vous voyez, on apprend à objectiver les limites qu'on a réciproquement. Il faut du temps, on le verra, ça s'appelle les angles morts. Parce que vous avez compris que la faiblesse de la détermination de la confiance, elle n'est pas que vis-à-vis de l'autre, elle est vis-à-vis de moi, évidemment. Parce que là, je vais parler de l'autre, mais moi, je suis comme un autre, comme dit Ricoeur. Donc, je n'ai pas à me traiter avec plus de soupçons que je traite l'autre. C'est insensé, ça. En plus, si l'autre me fait confiance, est-ce que je me sers de la confiance et de la connaissance que l'autre a de moi pour enrichir la mienne? Donc, évidemment, très souvent, on manque de confiance dans l'autre parce qu'on n'a pas travaillé sur la confiance en soi. Comprenez, mais il n'y a pas confiance en soi au sens de l'assertivité psychique, hein. Confiance au sens de la connaissance profonde de ma personne. Donc on apprend. La profondeur avec laquelle on apprend à faire confiance à l'autre est évidemment en dialogue permanent avec la profondeur de l'apprentissage de la confiance en soi. Et c'est très étonnant, hein, parce que il y a des moments où tout est simple, ce qu'est l'autre, ce que je suis. Puis alors, il y a des moments où j'arrive plus à dépasser les images. C'est très étonnant, ça. Comment est-ce que... Nous, on pourrait dire, maintenant, plus la confiance est réaliste et profonde, moins tu as d'images.
Enfin, moins, tu vois, tu as interférence. Plus la connaissance qu'on a réciproque et de soi-même est solide et ferme, au bout d'un instant, tu devras avoir un ciel bleu tout le temps. Voilà. Ça serait vrai si la vertu pouvait suffire à annuler tout mécanisme de projection sur moi-même ou sur l'autre. Alors, il se trouve que bizarrement, à part certaines personnes, mais très rares, très exceptionnelles, la plupart, le mécanisme de projection est toujours là. Pourquoi? Parce que, alors, comment je le comprends? C'est parce que la connaissance de l'autre me rend aussi vulnérable. C'est-à-dire que la partie de moi qui a du mal à faire confiance, vous voyez, la relation d'altérité et de confiance avère, met à jour de plus en plus profondément la part qui a du mal à faire confiance. En tout être, il y a une part qui ne sait pas faire confiance. C'est ce qu'on a vu, et donc même les gens exceptionnels dont je vous parle, ils sont sans doute encore moins nombreux qu'ils en ont l'air. C'est l'exemple des camps. La Shoah, l'exemple des camps, a montré que le nombre de personnes capables de rester déterminées dans leur humanité est extrêmement faible. Il y a très peu d'êtres qui, face au creusement de la vulnérabilité, ne voient pas à un moment donné apparaître la non-confiance. Vous voyez ce que je veux dire? On enterre la non-confiance. Or, la relation de confiance déterre la non-confiance. On va dire ça comme ça. C'est ça qui est grand. C'est pour ça aussi qu'on espère beaucoup dans la relation. Mais c'est ça qui n'est pas facile, parce qu'on aimerait, on a un schéma de la vertu dans la relation à l'autre, qui est le schéma du travail. Tu vois, plus tu sais faire du violon, plus tu sais faire du violon. Et plus tu fais du violon, plus tu fais bien du violon. Et plus tu fais bien du violon, plus tu sais faire du violon. Et donc à la fin, tu sais vraiment très bien faire du violon. Et il n'y a pas un moment donné, tout d'un coup, tu dis... Alors évidemment, il y a un niveau de complexité ou de virtuosité. Mais il n'y a pas un moment donné, tout d'un coup, la méfiance que tu avais dans le fait d'apprendre le violon dès que tu étais petit réapparaît. Non, tout d'un coup, tu n'es pas à 40 ans, tu fais une méga crise de l'incapacité à jouer du violon. Non, tu l'avais cette incapacité, elle est désormais bétonnée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu bétonnes dans l'apprentissage du faire. Et tu bétonnes dans certaines vertus intellectuelles. Là, tu bétonnes. Une fois que tu as compris, tu peux te brûler le fer rouge. Ce que tu as compris comme une évidence, c'est inscrit dans ton être. On ne te fera pas dire, enfin on pourra peut-être te faire dire l'inverse, mais pas penser l'inverse. Par contre, dans la relation à l'autre, c'est très étonnant. La capacité d'accueillir autrui vient chercher un registre intérieur qu'on va aller travailler, qui est au fond, le registre, il y a au fond de nous une méfiance. Qui n'est pas tant, comprenez bien, personnelle. Elle est parasitaire, elle n'est pas personnelle. Non, la méfiance en moi est moins personnelle que la confiance. Par contre, c'est impressionnant comment cette méfiance résiduelle, tout en n'étant pas personnelle, est extrêmement profonde. C'est bizarre ça, non? Je comprends pas en quel sens elle n'est pas personnelle. Ben parce que c'est plus fort que toi. Tu le veux pas, tu veux faire confiance à l'autre, ça c'est personnel. Dans les moments où tu es un peu calmé affectivement, tu vois, tu dis mais bien sûr, bien sûr. Et tout d'un coup, l'affectivité, mais l'affectivité elle n'est pas personnelle. Elle est dans ma personne en profondeur, mais elle vient d'où? Cette méfiance, c'est pas ton parcours personnel qui l'a construit, tu vois. Elle fait pas partie de ton avoir personnel. Elle fait partie de ce qui te parasite personnellement. On est d'accord. Donc elle est personnelle sous forme de maladie. Pas sous forme. Oui, mais donc elle est une maladie, c'est pas personnel. Quand elle a la rubéole, c'est pas personnel. Même une dépression nerveuse, c'est pas personnel. Le type qui te fait craquer, le burn-out, c'est pas personnel. Les types mécaniquement t'as fait craquer, tu vois. On l'incorpore quand même. Voilà. Et tout le problème est On s'y identifie. Et voilà. Et donc ça fait partie du travail dans le travail. Un des obstacles, c'est précisément la manière dont je projette ma faiblesse à faire confiance ou ma difficulté à faire confiance comme personnelle. Et j'ai identifié qu'en fait, c'est très bien, il y a une partie de moi qui n'y croit pas, et en même temps, il y a une partie de moi qui est contaminée, tu vois. Voilà. J'ai la lèpre, je ne suis pas lépreux. J'ai le cancer, je ne suis pas un cancéreux, tu vois. Donc ça, c'est impressionnant de voir comment est-ce que oups, il faut enlever ça. C'est pour remplacer. Ah bon, un téléphone par un autre? Non.
s'appelle les effets Larsen massifs. Donc, tu coupes tout là. Qui n'a peut-être pas enlevé son micro, non? C'est ça. Et donc, vous voyez, c'est très particulier ça. Alors effectivement, du coup, la relation de confiance me fait aller visiter l'illusion qu'il y a la culpabilité, hein, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je crois à la méfiance qu'il y a en moi de manière non consciente très profondément. Et donc, il s'agit le travail de la confiance vient débusquer l'emprise de la méfiance en moi. Alors, je ne vais pas le détailler là, mais c'est très intéressant de voir que cette méfiance, elle est ancrée en moi, et je la crois personnelle par la culpabilité. Je vais dire à un moment donné, en fait, je t'aime pas. Et la personne qui dit ça, elle est en train de se suicider sans s'en rendre compte. C'est pas vrai. Mais elle est allée visiter la partie qui aime pas. Il y a une partie de moi qui aime pas. Mais et donc, en fait, peut-être que plus profondément, je t'aime pas que le fait que je t'aime. Non, c'est pas plus profondément au sens objectif, c'est plus profondément au sens de la profondeur de la projection. Et c'est là qu'on a à comprendre, moi, c'est pas le travail, mais ça m'y amène, hein. C'est que la méfiance, elle ne nous appartient pas d'abord. J'allais dire, on est né dedans. C'est une maladie collective, c'est une maladie transgénérationnelle, c'est une maladie, oui, familiale. Et puis elle est collective. Elle est toute l'humanité dans la méfiance. C'est très bizarre ça. Et donc quand tu touches à quel point, donc je dis l'illusion de personne, enfin, la culpabilité me fait m'attribuer personnellement des choses qui ne sont pas à moi. Et d'ailleurs, dénier des choses qui sont à moi. La culpabilité me fait dénier la responsabilité objective que j'ai dans certaines choses, et elle me fait m'accuser de choses qui ne sont pas les bonnes. C'est très bizarre. Hein. C'est un falsificateur de l'évaluation de ce qui est vraiment de mon implication personnelle, la culpabilité. C'est impressionnant la perversion. La perversion profonde de ce sentiment, qui subvertit tout. Voilà. Comment vous définiriez la culpabilité? La culpabilité, c'est finalement une espèce de détestation accusatrice de soi, mais qui est inconsciente. C'est le fait de m'attribuer toute culpabilité tout en me considérant comme victime de tout. C'est du dédoublement, la culpabilité. Parce que tu te considères beaucoup trop coupable de tout, du coup, tu vas te permettre à transférer cette culpabilité sur l'autre. Donc tu es accusateur à la profondeur de ta culpabilité. Mais la culpabilité, c'est un soupçon vers soi-même, voilà. Et le soupçon, c'est la perversion de l'intelligence. C'est quelque chose qui naît dans la relation à l'autre? Non, je pense qu'on a ça très originellement. C'est très bizarre, on est né dans la culpabilité. Alors elle a des teintes différentes selon les pays. Hein, elle a la forme de la peur en Afrique, elle a la forme... Je simplifie, mais elle a la forme de la face, de la culpabilité sociale en Asie, et elle a la forme de la culpabilité intériorisée subjective en Occident. C'est pas les mêmes formes. Mais à la fin, voilà, oui, on peut dire, le premier poison contre la confiance, du point de vue subjectif de l'affectivité, c'est la culpabilité. Et qui, encore une fois, c'est le soupçon derrière. Au plus profond, c'est le soupçon. Le soupçon, c'est d'imaginer que le bien n'est qu'une apparence et que derrière lui se cache le mal. Et que finalement, le mal avéré est plus vrai que le bien. Vous avez dit que le soupçon, c'est la perversion de l'intelligence? Oui, parce que dans le soupçon, tu vas vers le possible et vers le mal. Tu vas vers le mal possible. Tu vois, le soupçon, c'est toujours le soupçon d'un mal possible. Parce que dans le soupçon, tu ne vois pas le mal. Si tu vois le mal, c'est plus un soupçon. Tu vois le mal. Mais imagine, tu postules la possibilité du mal derrière le bien apparent. Parce que le soupçon, c'est toujours par rapport à un bien apparent. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours en train d'imaginer que la cause des choses est le mal. Je ne sais pas si tu vois. Là, tu es vraiment pervers. Donc, c'est une forme d'intelligence qui va d'abord à la possibilité du mal. Et évidemment, c'est nourri par la peur. Mais la peur est dans l'affectif, alors que le soupçon est dans l'intelligence. Et donc c'est vrai que seule l'expérience et la découverte de la possibilité de faire confiance en profondeur à mon intelligence va venir déraciner le soupçon, à condition d'accepter que là où il est enterré en moi, la confiance le déterre. Et c'est pas cool ça.
Parce qu'on n'a pas envie de dire à l'autre qu'on le soupçonne. D'autant plus que l'autre non plus n'a pas envie de dire qu'on le soupçonne. Et moi non plus, puisque je me soupçonne moi-même. Donc tu vois, c'est un espèce de cercle vicieux. Et d'entendre les soupçons. Enfin, on n'a pas envie d'entendre les soupçons. Voilà. Et donc le seul remède au soupçon, c'est d'aller ou parler avec quelqu'un qui connaît mieux les choses que moi. Ou quelqu'un qui a dépassé ça, donc qui n'est pas en train d'imaginer du mal là où il n'y en a pas. Et le mieux, c'est d'avoir quelqu'un de sagesse qui est capable de voir les mal et les logiques du mal, mais qui est capable de les distinguer de la profondeur du bien. Donc il y a un vrai regard de discernement empirique sur le bien et le mal. Je vous rappelle, le mal, c'est quand même un manque. C'est pas de l'ordre de l'être, le mal. Hein. C'est une privation et un désordre. C'est ou une privation et un désordre. C'est une privation et un désordre. Ça n'a pas d'existence métaphysique. Au sens, le mal, c'est pas un être. Le mal, c'est pas une chose. Le mal, c'est un désordre ou une privation. Mais on a beaucoup de mal, nous, parce qu'on est dans la fantasmagorie, dans la personnalisation du mal, bien sûr. C'est très bizarre, l'animisme, voilà, d'être possédé par le mal. Un vieil imaginaire, hein, très 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 profond. Que la rationalité positiviste scientifique a pensé annuler et qui réapparaît de manière absolument hallucinante. Alors précisément dans ce travail d'acceptation de la remontée de la méfiance, la mise à plat de la méfiance, alors vous comprenez bien, c'est pas nécessairement tout de suite vis-à-vis avec l'autre que je vais pouvoir faire cette remontée, cette mise à plat, c'est avec quelqu'un de latéral. C'est pas toujours en allant exprimer à l'autre toutes les raisons qu'on a de le soupçonner, de se soupçonner soi-même, qu'on va l'aider lui-même à se libérer de ses soupçons. Vous voyez, il faut faire gaffe, quoi. Mais il y a quelque chose qui m'apprend à faire ça, qui m'approche de ça, pour partir avec l'autre, c'est les angles morts. Deuxième obstacle, les angles morts. Donc, premier obstacle, les faiblesses de la détermination, notamment liées à l'imaginaire. Deuxièmement, les angles morts. Alors, les angles morts, ça a un côté merveilleux. Parce que c'est là où j'ai vraiment besoin du regard de l'autre, parce que j'y vois rien. C'est un angle où je vois pas. C'est une blind angle, c'est un angle aveugle. C'est un angle mort, mais c'est un signe de dire angle mort. Non, c'est un angle aveugle. Et donc, c'est très mignon de savoir, vous savez tous, on a un endroit là où dans les yeux, on a un point qui rend aveugle. Hein, avec un seul œil, à un moment donné, on ne voit plus le doigt parce que à cause de la pupille. Vous savez ça. Hein, la pupille fait un obstacle, un cache dans la perception d'un seul œil. C'est pour ça qu'on en a deux, parce que le fait d'avoir deux yeux, c'est tout à fait significatif, permet de gommer l'angle mort de chacun des yeux. Vous aviez vu ça? Très étonnant. Mais c'est parfaitement symbolique. Et donc, alors, je dis les angles morts, c'est merveilleux quand chacun contribue à aider l'autre à voir là où il ne voit pas, et réciproquement. Voilà. Ça, c'est le meilleur des cas sur lequel on va travailler. Donc, pour les angles morts, il faut d'abord les accueillir, savoir, admettre d'emblée qu'on en a, parce qu'on ne les voit pas parce que c'est des angles morts. Enfin, quand même, des fois, tu sais, c'est comme en voiture, quand tout d'un coup, la bagnole, là, tu ne l'avais pas vue arriver, parce qu'évidemment, quand elle est sur qu'un seul de tes yeux, tu ne vas pas arriver. Tu dis, bah non, elle était cachée par le rétroviseur. Pas du tout, parce que ton œil ne l'a pas vue. Manque de chance. Le gendarme s'en fiche, hein. On ne va pas faire des tests pour te justifier, tu ne l'as pas vu, tu es coupable. Donc, l'accueil, accueillir, l'identification de l'angle mort. Il y a des circonstances, moi, je vois plus rien du tout. Toujours, je fais le truc qu'il ne faut pas faire. Là-dessus, je pars comme en 40, je ne sais même pas pourquoi je me suis énervé. Vous voyez, c'est des endroits où tout d'un coup, tu ne te reconnais pas. Tu peux être sûr que ça désigne un angle mort. C'est difficile, hein, personnellement, d'identifier un angle mort. C'est la même chose que ce qu'on appelle en psychologie collective un trait culturel. Comment tu repères un trait culturel? C'est l'endroit national, régional, tribal ou familial sur lequel les gens ils s'énervent, mais la susceptibilité est incompréhensible. Tu vois, tu peux pas plaisanter. Tu parles de ça là, tu commences à m'attaquer là-dessus, c'est ton là. Et alors c'est plus fort, tu as des domaines familiaux, faut pas les toucher, parce que dès que tu les touches là, si tu plaisantes, tu sais, c'est comme on dit à propos des Corses, quoi. Tu peux faire de l'humour avec les Corses, mais vaut mieux pas. Voilà. Donc c'est l'endroit où dans la famille, dans la tribu, dans la région, dans le pays, faut pas trop plaisanter avec ça.
On plaisante pas avec ça. Ça s'appelle un trait culturel. C'est un angle mort. Mais en quoi, alors, il faut que je formule. Comment ça peut être un angle mort? C'est parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. Alors, c'est l'endroit par lequel, collectivement, dans le cas du trait culturel, ou personnellement, on est... on ne voit pas, et on est vulnérable. Ah, Voilà. Et si on ne voit pas, c'est parce que on a des projections. Et donc, nos projections nous empêchent de voir certaines choses. Et puis, il y a des projections récurrentes. Il y a des choses, tu les regardes avec un a priori spontané. Voilà. Et donc, il y a des domaines dans lesquels spontanément, tu ne vois pas les choses. Spontanément, tu les imagines autrement qu'est-ce qu'elles sont. Tu ne vois pas dans la réalité, exactement. Et du coup, ça nous rend vulnérables. Voilà, du coup, ça nous rend vulnérables parce qu'on perçoit bien que là, ou bien on se plante, ou bien on voit bien qu'on se raconte une histoire, qu'on déforme le truc. Et oui, l'autre te dit, mais non, en fait, ça te passionne la cuisine, mais en fait, t'es pas si doué que ça, quoi. Oui, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-arrière-grand-mère, dans toute ma famille, on est des cordons bleus, et donc si t'es pas un cordon bleu, t'es pas digne d'être une personne humaine. Voilà. Alors, il y a des angles morts où l'échec nous oblige à le voir. Hein. Il y a des angles morts. Voilà. Et donc, il faut une humilité stratégique. Tes angles morts, il faut accepter que tu t'en aperçois par... là, tu vois pas que ta manière de parler, ça gêne les autres. Que ta manière d'être, là, tout d'un coup... tu as des gens, ils voient très bien, ils imaginent même qu'ils gênent les autres alors qu'ils les gênent pas. Hein. Mais tu as des gens, ils voient pas du tout, là. Que leur manière d'être, c'est quand même un peu bizarre, là. Ou parce qu'ils parlent trop, ou parce qu'ils sont habillés bizarrement, ou tu vois, il y en a, ils voient rien du tout. Hein. T'as des gens, ils voient pas qu'en fait, ils prennent jamais la parole collectivement. Et les autres le voient, parce qu'ils font un tour de table, eux voient même pas qu'ils ont laissé passer le tour. Voilà. C'est ça les angles morts. Hein. C'est des endroits de... Alors, ils peuvent être merveilleusement complémentaires, c'est le cas tout à l'heure. Je t'aide, tu m'aides. Voilà. Dans certains cas, ils sont juxtaposés. C'est-à-dire que tu perçois bien qu'un truc qui va pas très bien chez l'autre, mais tu perçois, enfin, tu peux pas l'aider parce que toi, tu vois pas beaucoup mieux, quoi. C'est pas aussi dramatique, mais t'es pas doué. Parce qu'évidemment, c'est plus facile quand l'autre vient, parce que quand tu peux aider l'autre là où il est incompétent ou là où il voit pas, c'est mieux quand toi tu es vraiment compétent. Parce que tu fais avec délicatesse, tu lui apprends à faire de la cuisine. Tu lui apprends voilà, à reconnaître que je sais pas trop quoi, sa personnalité est excessivement effacée ou au contraire trop présente. La difficulté, c'est quand ils sont dans l'amplification réciproque. Tu vois, où tu as le même. Alors évidemment, quand tu as le même, c'est un aveugle qui conduit un aveugle. Hein, parce que là, tu n'interpoles rien, tu te plantes à deux. En même temps, on pourrait voir cette chose-là chez l'autre, même si on ne voit pas chez nous. Ça peut nous aider à voir notre angle mort. C'est vrai, ça peut ou pas. Que tu te précipites sur quelqu'un. En fait, tu as choisi l'autre parce qu'il a le même angle mort que toi et ça t'arrange, tu vois. Non, mais c'est vrai, la cooptation. Je vois ça, moi, tu peux être de famille qui est raciste depuis 15 générations, et bizarrement, tu as choisi quelqu'un de raciste. Mais tu vois pas du tout que tu es raciste. Hein. Tu n'as rien du tout contre les gens de couleur, surtout ceux-là. Tu vois. Et puis, ils sont pas tous les mêmes quand même. Puis bon, tu n'as rien contre eux, mais c'est quand même pas blanc, quoi. Et tu te rends même pas compte, tu fais de l'humour, tu fais tout ça avec légèreté. Voilà. Tu dis, bon, on n'est pas pareil, quoi. Pas égaux. Déjà, tu vois, tu dérapes tout d'un coup. Non, on est différents, quoi, mais bon, on n'a pas été tous dotés des mêmes qualités. Il y en a qui sont très bons pour jouer du tam-tam, et puis il y en a qui font des mathématiques de haut niveau. Voilà, bon. Non, mais c'est impressionnant le racisme, parce que le racisme, non, mais sérieux, c'est pour ça que je ne le juge pas. Les gens sont, pardon, mais les gens s'offusquent. Dans quelle horreur, vous êtes antisémite, vous êtes raciste, mais ça peut être un angle mort. Voilà. Ça peut être antimilitariste par angle mort. Non, mais dans le domaine politique, c'est bourré d'angles morts.
Tu es persuadé que de suivre tel leader politique, c'est génial. Tu es complètement dans l'angle mort. Voilà. Alors, c'est pas facile d'admettre humblement qu'on en a tous. Ils sont souvent un peu humiliants. Parce que c'est des angles sur lesquels on est vraiment incompétent. On est tellement incompétent qu'il faut qu'on apprenne lentement. C'est presque une espèce d'autisme sectoriel, vous voyez, l'angle mort. Est-ce que du coup ça fait partie de la sagesse d'identifier les angles morts? Alors, on ne peut pas seul. C'est là qu'on va le faire. C'est ça qui est très marrant. Alors, à deux, ça peut marcher. Puis des fois, il faut une troisième personne faire ce qu'on appelle. Vous savez, pour se repérer, c'est le principe du GPS, on fait de la triangulation. Il ne suffit pas de 2 points, il en faut 3. Quand tu es à 3, tu sais exactement où tu es. Et donc, c'est vrai que des fois, il faut être attentif à ceux qui sont nos amis aussi. Parce que des fois, ils nous renvoient quelque chose d'un endroit où on est dans le même angle mort. Enfin, tu vois. Et donc là-dessus, parce que les angles morts, c'est. En même temps, c'est pas gravissime, parce que tu fondes pas ta vie sur l'angle mort, tu vois. C'est plus un parasite. Mais ça peut te faire faire des bêtises, des erreurs, et s'entraîner aussi les uns les autres dans les erreurs. Et donc, il faut... du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose de la connaissance de moi, de ma fragilité ou de mes faiblesses, où j'ai besoin des autres. Et donc, ça s'apprivoise. Je pense que ça peut s'apprivoiser avec de l'humour même. Il faut apprendre à avoir un peu d'humour. Au sens où, une fois que tu as pris de la distance avec la manière dont... Parce que des fois, la fierté, c'est ça le trait culturel, ça me revient. La fierté familiale, comment te dire ça, t'empêche de voir. Il y a beaucoup un élément de fierté. C'est le roi qui est tout nu. Vous savez, tout le monde dit qu'il y a un super... Vous savez que l'histoire du gamin qui dit que le roi est tout nu. Le roi veut des vêtements de plus en plus qualitatifs, alors on fait des choses de plus en plus subtiles. Puis un jour, tu as un type qui débarque, non mais moi j'ai le vêtement le plus subtilissime qui soit, il ne se voit même pas. Donc en fait, il revêt le roi de ce vêtement subtilissime, c'est de rien quoi. Et tout le monde, et le roi se déplace au milieu de son peuple et tout le monde admire le vêtement subtilissime. Puis tu as un petit enfant qui dit mais il est tout nu le roi. C'est ça l'angle mort. Le synonyme angle mort, ça peut être un biais cognitif. Alors oui, sauf que l'angle mort est un biais cognitif invincible. Enfin, tu vois, tu peux pas le corriger. Tu peux l'interpeller, tu peux savoir qu'il est là, mais c'est le propre de l'angle mort. Tu sais qu'il est là, mais donc tu le repères par ses extrêmes, tu vois, ou par ton état affectif. Le biais cognitif, ça se corrige. C'est que tu vois que tu as fait, tu vois que c'est une erreur. Mais une fois qu'on apprend notre angle mort, on peut pas. Ben, c'est très bizarre. Tu l'apprends, mais tu l'attrapes pas. Mais la connaissance de l'angle mort ne suffit pas à... Mais non, parce que tu sais que c'est stupide. Tu sais que c'est stupide de réagir comme ça. Tu continues à réagir. Ok. C'est très bizarre. Il y a des choses, tu seras susceptible jusqu'au moment de mourir. Alors, un grand saint en rigolera, mais derrière son rire, il est tout à fait perçu qu'il était susceptible. Tu vois ? C'est la susceptibilité injustifiée. Moi, j'ai vu ça une fois, ça m'a beaucoup frappé. On joue au rugby. Et tout d'un coup, un frère, je sais plus de quel, je crois qu'il était mexicain, se met à réagir avec une violence extrême et à vouloir se précipiter sur un frère français. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il avait réagi comme ça. Le frère français ne comprenait pas non plus, là, mais vraiment une violence incontrôlée. Hein. Donc on a dû le maintenir. Là. Puis après ça, il a réfléchi. Je dis, mais là, moi, je suis allé voir, je lui dis, mais qu'est-ce que ça a déclenché? Et il a fini par comprendre que c'est parce que, en rugby, tu attrapes l'autre. Et donc, l'autre avait attrapé sa tête. Il dit, dans ma culture, tu touches pas au visage de l'autre. C'est impossible. Le tabou, c'est de toucher à l'humiliation suprême, c'est de donner une gifle. Voilà. Donc, faire un sport où tu peux toucher la tête de l'autre, c'est pas possible. Tu vois, et donc, tout d'un coup, c'est très marrant parce que tout d'un coup, il a vu son trait culturel, son angle mort apparaître. Alors, je sais pas tout ce qu'il y avait derrière, hein, parce que évidemment, c'est très construit. Mais tu peux être sûr qu'il fallait pas qu'il rejoue au rugby, parce que si tu veux, ça allait se reproduire. Tu vois, donc tu apprivoises ton réflexe, mais tu peux pas le désamorcer. Ok. Et donc ça, c'est ça fait partie des obstacles
Parce que... Bah oui, parce que si tu veux, ça va quand l'angle mort, il est essentiellement une susceptibilité sur des choses pas importantes, mais il y a des choses Oui, c'est ça. sur lesquelles tu peux ne pas voir du tout. La générosité, par exemple, elle peut créer des angles éducative, peut créer des angles morts complets. Tu vois pas du tout que tu es en train de faire du mal à ton enfant alors que tu penses que tu l'aimes. Je l'aime, donc je le comble d'affection, je devance, voilà, je le console, je lui explique. En fait, tu es en train de le bouffer complètement. Donc le mort complet, parce que dans ta famille, tu as grandi dans la générosité. Inversement, tu peux avoir une forme, tu vois, d'ascèse sacrificielle qui cache un angle mort terrible. Donc moi, je l'ai pris sur des choses légères, hein, mais ça peut être sur des choses profondes. Tu peux éduquer tout ton enfant sur la base de la fierté et de l'honneur. C'est un angle mort éducatif énorme. Parce que toi-même, tu as grandi là-dedans. Et puis, alors, soyons honnêtes, hein, il y a aussi des endroits où j'ai beau savoir, j'ai beau avoir identifié, je suis paralysé. Je n'ai pas de... Il y a des endroits de nous qui sont impuissants. Je disais tout à l'heure, il y a des endroits culpabilisés, il y a des endroits vulnérables, et puis il y a des endroits où je n'y arrive pas. Voilà. Donc c'est pas facile ça comme obstacle. La part où tu touches malgré d'ailleurs même un travail de thérapie, hein, où tu n'y arrives pas. Tu es vraiment structurellement handicapé. Tu peux même comprendre pourquoi tu es handicapé. Voilà, ça change rien. Tu es envahi récurremment par une espèce de tristesse que tu n'arrives pas à contrôler. Tu es paralysé dans certaines situations. Voilà, tu es pris d'angoisse massive. Enfin voilà, c'est pour dire que c'est pas facile. Parce que, évidemment, de nouveau, hein, vous avez compris, la confiance, c'est l'ouverture de ma personne à l'autre. Et donc, tu peux pas ouvrir ce qu'il y a de profond en toi qualitativement sans que ça touche aussi les zones de vulnérabilité de ce qui va pas. Donc ça, l'expérience de l'impuissance à s'aider soi-même ou à aider autrui dans la relation de confiance, c'est aussi un obstacle. Il y a un endroit où tu ne peux pas aider l'autre. Il y a un endroit où tu ne peux que faire avec toi-même. Et demander, et essayer de protéger l'autre autant que tu peux de cette part de toi qui n'y arrive pas. Tu manques d'espérance. T'as beau, tu peux d'ailleurs avoir une religiosité profonde, voir la grandeur des choses, être émerveillé, et puis avoir en même temps une partie de toi qui a le sentiment que tu n'y arriveras jamais. Tu vois, je suis merveilleux, mais j'y arriverai jamais. L'autre est merveilleux, mais j'y arriverai jamais. Y arriver, c'est l'espérance, c'est autre chose. Hein. On peut avoir un émerveillement contemplatif, une gratitude contemplative, et être complètement avec les jambes coupées sur le terrain de l'action. Alors, il peut y avoir plein de raisons, c'est parce que je vise trop loin, parce que le j'y arriverai jamais, c'est quoi que tu n'arriveras pas. Puis des fois, j'arrive à identifier. J'ai même beau savoir, c'est parce que, je sais pas trop quoi, j'ai manqué de mourir à la naissance, ou j'ai perdu un jumeau dans le sein maternel, qui fait qu'il y a un truc qui est plombé, oui, mais ce sentiment que tu n'y arriveras jamais, tu ne pourras pas le vaincre. Tu peux ne pas lui obéir, mais tu ne peux pas l'annuler. Mais ça se travaille quand même, non? Ça se travaille, exactement. Ça se travaille, c'est-à-dire que tu l'accueilles mieux, tu le prends moins au sérieux dans le discours qui te tient, mais le sentiment brut, le sentiment de culpabilité brut, le sentiment de régression dans l'humiliation, le sentiment brut, tu peux pas, ça se saurait, ça, si la vertu, y compris la sainteté, arrivait à l'annuler, non. Par contre, tu arrives à ne plus, Dépasser. de nouveau, à ne plus l'identifier à ta personne, et à ne plus le laisser paralyser la détermination fondamentale. Mais ce que ça peut paralyser, c'est l'exercice. Alors, tu peux d'ailleurs, ça peut, de manière habituelle, pas le paralyser, puis il y a des circonstances où, paf, ça se rebloque. Parce que tout bizarrement, puis tu le comprends, la conjonction entre ça et ça, c'est venu retaper exactement à cet endroit-là. Où là, ma cheville, elle est fragile. Donc, de nouveau, on vient retaper, paf, bah, j'arrive plus à marcher. Voilà. Donc là, il y a un travail, comprenez bien, qui est très beau d'ailleurs, hein,
d'humilité. Et ça nous introduit à mon dernier point pour aujourd'hui, qui est les limites. La croissance de la confiance, évidemment, invite à accepter ses limites. C'est ses propres limites. Oui. Et les limites de la confiance comme telle. La première, c'est simple. C'est que la relation humaine, elle n'est qu'intentionnelle. Tu ne peux pas t'installer physiquement, concrètement, dans l'autre. Donc la distance, je ne sais pas trop quoi, une maladie psychique, la mort, a fortiori, vient empêcher l'exercice de la... Ça ne veut pas dire que la relation profonde ne meurt pas. Mais du coup, ça touche une limite quand même. Voilà, c'est quand même énorme. Tu ne peux pas installer la substance de l'autre à demeure en toi. Et même si toute la richesse de ce qu'est l'autre a déteint dans ton âme, il reste que l'autre est l'autre. Et donc ça, c'est pas rien. Cette acceptation, ouais, c'est d'ailleurs, en même temps, ça peut être très touchant, parce que c'est très grand, hein, que finalement, la personne de l'autre est capable de modifier en profondeur toute ma manière d'être, tout en demeurant, comment dire ça, distanciable physiquement, psychiquement, pas spirituellement. Alors évidemment, ce qui est très beau, c'est que du coup, je comprends mieux que la confiance, à un moment donné, rend l'autre, comprenez bien, spirituellement, inséparable de moi. Mais psychiquement, ça reste intentionnel. C'est très paradoxal, ça. Ou, je sais pas trop quoi, telle ou telle... les circonstances de la vie fait que telle ou telle activités au moment de rencontre qui aidaient considérablement la relation sont plus possibles. Et qu'au contraire, comment dire ça, plein de choses par les circonstances viennent faire obstacle, rendre les choses compliquées. Tu vois, tu peux avoir plein de conflits familiaux qui interviennent. Tu vois, tu peux avoir des enfants, des petits-enfants, plein de choses de la famille de l'un, de la famille de l'autre, même dans une amitié, hein, tout simple. Voilà. Et donc c'est impressionnant comment est-ce que oui, la confiance qui comporte ce désir, oui, de pouvoir que l'alliance avec autrui, dans l'altérité, hein, mais devienne quelque chose de permanent, qui touche toute la profondeur, enfin, vous voyez, soit à la fois créatif, mais qui ne soit pas non seulement, alors au bout d'un sens, ça n'est plus remis en cause sur le fond, mais soit même pas remis en cause dans l'exercice. La deuxième limite, c'est aussi le fait que nous n'arrivons pas comprenez bien, à personnaliser intégralement notre personnalité. Notre personnalité, elle garde des travers, des plis, elle a son histoire, elle a ses blessures, elle a ses réflexes, elle a ses limites. Ma personnalité est limitée, je ne peux pas faire exploser ma personnalité. Je ne peux pas être ma personne à l'état pur. J'existe à travers une histoire, un conditionnement, dans un contexte historique précis. Enfin, vous voyez, il y a plein de limites. Je ne peux pas juste être moi, voilà. Et l'autre ne peut pas être juste lui. Et en même temps, c'est très beau parce que du coup, cette profondeur de ce qu'est chacun va devoir, comprenez bien, développer une créativité pour se servir de tous les événements positifs et négatifs pour, vous voyez, approfondir, créer, réinventer. Il y a des trucs incroyables. On peut... Troisième limite, le nombre. On ne peut pas développer cette relation avec 25 000 personnes. On n'a qu'une vie. C'est court, une vie humaine. Et étant donné le chantier que ça constitue, alors évidemment, une fois que j'ai développé cette relation profonde avec une personne, ça facilite considérablement de pouvoir rencontrer d'autres personnes en profondeur. Mais malgré tout, on est très limité. Hein. C'est impressionnant comment est-ce que entre
ce qu'il pourrait y avoir de désir, parce que c'est très bizarre, le désir, alors pas le désir affectif, hein, le désir spirituel profond, qui en nous, si on le laisse parler à l'intérieur de nous, est à la fois, bien sûr, d'une créativité dans l'amour et qui passe jusque dans les légèretés de tous les jours, hein, de transfigurer la vie quotidienne, de pouvoir le vivre avec plus de personnes. C'est pas du rêve, c'est constitutif de la profondeur spirituelle, de la volonté aimante, hein, donc de la capacité d'accueillir l'autre comme un bien et d'être un bien dans la volonté, parce que la volonté, ça me met au cœur de l'autre, hein, c'est par la volonté qu'on est au cœur de l'autre. Parce que la volonté, pas d'abord une capacité d'efficience, la volonté, c'est d'abord une capacité de mobiliser ma vie vers quelqu'un et de l'accueillir en profondeur en moi. Et d'accepter de me mettre à disposition d'autrui, c'est ça la volonté. De mobiliser ma personne dans l'accueil de l'autre et de mobiliser ma personne à disposition de l'autre. C'est ça aimer, hein, parce que aimer, c'est un mot qui est très joli, mais de quoi on parle quand on parle d'aimer? Bah, moi j'aime bien dire aimer, c'est très concrètement vouloir de plus en plus en permanence et trouver les moyens de mettre à disposition ma personne dans ce qu'elle a de meilleur et de fragile, parce que dans la fragilité, le bon dans ma personne et ma fragilité ne sont pas séparables. Et même dans l'acceptation de mes limites, de mes défauts d'ailleurs, et des zones pas claires en moi, et réciproquement, d'accueillir l'autre. C'est une capacité de don de soi, attention avec le mot don, et d'accueil. Qui a pour but, je dirais, une espèce de transfusion de vie personnelle, c'est ça qui est extraordinaire quand même. Ta vie, elle est doublée par l'autre. Voilà. Et puis, c'est aussi dans cette diversité, on n'est pas universel. Bah oui, parce que si tu veux, c'est pas évident de nouer une relation aussi personnelle avec tout le monde, quoi. Il y a des gens, leur manière d'être, tout ça, tu comprends rien. Et t'as pas le temps d'apprendre à les connaître parce qu'il faudrait 3 vies, parce ils sont éloignés de toi. T'as des gens aussi, t'as des cultures auxquelles tu comprends rien. T'as des comportements auxquels tu comprends rien. Et l'autre aussi comprend rien. Donc on n'est pas universel, effectivement. Ce qui est très beau, c'est qu'on est universel dans la connaissance. Ça, oui. Il n'y a aucune personne que je ne puisse pas m'intéresser à connaître. Mais il y a beaucoup de personnes dans lesquelles la rencontre en profondeur de la personne n'est pas possible. Où elle reste, comprenez bien, une rencontre, on va dire, oui, puis même de sagesse. Il faut que l'autre ait aussi cette même recherche, hein, parce que de nouveau, la réciprocité, elle n'est pas partout. Elle est des fois pas possible, d'ailleurs. Tu as beaucoup de gens parmi nos semblables, humains, qui ont tellement à survivre, qui sont tellement préoccupés d'eux-mêmes pour des bonnes ou des mauvaises raisons, que l'ouverture à l'autre est quasiment inenvisageable. Déjà, se rendre service, ça sera beaucoup. Et puis finalement, la limite la plus profonde, c'est cette finitude. Il y a dans l'esprit humain, dans la volonté et l'intelligence, quelque chose qui est capable de l'infini. Nous ne sommes pas infinis, mais bizarrement, et ça, le philosophe et la contemplation philosophique, et puis les traditions mystiques aussi disent la même chose, il y a quelque chose en nous qui est capable d'accueillir l'infini. Et ça, je pense que on le pressent. Moi, je pense qu'un humain qui regarde le ciel bleu attentivement, ou la nuit, pressent ça. Et c'est pas imaginatif, il le pressent. Et donc, d'abord, l'autre n'est pas infini, moi non plus. Donc ça fait bizarre d'être un être capable d'infini qui est totalement fini. Tu vois, au sens qui est même chronologique, enfin, qui à un moment donné, qui a un temps d'existence très court sur la Terre, avec des conditions très très limitantes, on va dire ça comme ça. Hein. La langue. Je sais bien, on aura bientôt des traducteurs simultanés, mais enfin, aller discuter avec un,
je sais pas, un Inuit ou un Bushman, c'est pas sûr que vous allez tout de suite trouver la manière de vous comprendre dans vos personnes, hein. Et puis, cette aussi finitude de la mort qui fait que la vie est courte et que finalement, oui, la mort nous retire à l'expérience les uns des autres. Alors que pourtant, il y a quelque chose de l'immortalité de l'esprit. Donc là aussi, il y a dans l'humain, c'est pas facile d'accueillir la limite de la temporalité, de la corporéité et de oui, de la mortalité de ma personne par mon corps, tout en vivant avec cette dimension qui excède la mort. Donc là, c'est les limites de cette... comment est-ce qu'on peut dire qu'on continue à grandir la confiance de quelqu'un qui est plus là, qui est décédé? Oui, on peut pressentir, là encore, humainement, qu'au fond de nous, il y a quelque chose de l'autre qui demeure, et pas simplement de manière imaginative. Mais bon, t'as pas d'exercice, tu peux toujours invoquer l'autre dans ton cœur, c'est très bien. Je pense spontanément, d'ailleurs, les gens qui se sont vraiment aimés, qui ont fait confiance les uns dans les autres font. Mais c'est quand même un peu à l'aveugle, hein, moins qu'on puisse dire. T'as beau mettre ta grand-mère dans une urne funéraire sur la cheminée en lui parlant, ça va pas suffire, hein. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'ailleurs. Mais par contre, on peut dire ça aussi mystérieusement. Vous avez des gens, ils se réconcilient, ils arrivent à se réconcilier avec quelqu'un après sa mort. C'est très étonnant comment est-ce que le travail de la confiance se fait par-delà la mort. Alors, du côté de la personne morte, j'en sais rien. Mais du côté de celui qui est sur la terre, si. Il y a des gens qui disent, oui, ça y est, je suis réconcilié avec ma mère, avec mon père, avec mon frère, avec je sais pas trop quoi, la personne qui a tué accidentellement mon petit-neveu, enfin bref, ce que tu veux. Il y a quelque chose là de là très bizarre. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la confiance dans l'autre, ou est-ce que c'est se libérer de la mémoire, se libérer, oui, se libérer de ce qui, dans notre mémoire, comporte encore les traces d'une méfiance. C'est plutôt ça qu'il faudrait, si on voulait travailler, si on veut être rigoureux de manière philosophique. Pas vis-à-vis de l'autre t'en sais rien du tout. Donc, voilà, donc ce qui est étonnant, c'est à la fois comment est-ce que quelque chose d'aussi fragile que la confiance peut parvenir à quelque chose d'indestructible. D'indestructible, c'est quand précisément la connaissance que j'ai de l'autre et la place que la personne de l'autre a dans mon existence est tellement, comprenez bien, même si ça reste intentionnel, à quelque chose au niveau de ma personne, de tellement substantiel dans ma personne que c'est pas réversible. Et qu'en même temps, même à ce stade-là, ça reste si fragile par l'exercice. C'est étonnant ça. C'est très étonnant de voir les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, qui ne te reconnaissent plus, mais qui savent qu'ils te connaissent. Ou qui des fois d'ailleurs te parlent comme s'ils ne te connaissaient pas, mais bizarrement la manière dont ils s'adressent à toi montre bien qu'il y a une partie d'eux qui savent qu'ils te connaissent. Qui vous êtes, monsieur? Ton fils. Mais le monsieur, tu vois bien, elle ne va pas dire ça à quelqu'un dans le couloir. Très étonnant ça. De manière, vous voyez, c'est pour dire que c'est très touchant de voir par voie négative, hein, la profondeur avec laquelle s'inscrit la présence de la personne dans le cœur de l'autre. C'est à la lumière, la prochaine fois on travaille, je vais vous l'annoncer, mais on va travailler deux choses, mais c'est à la lumière en tout cas de cette confiance enracinée, puisque c'est ça dont on a parlé aujourd'hui, qu'on comprend comment on peut aider
j'aime pas le mot de posture, l'attitude éducative ou l'attitude parentale. Parce qu'à défaut que les parents soient capables de ça, ils devraient pouvoir s'appuyer sur des gens qui, eux, sont capables. On est capable, quand on a vis-à-vis d'un enfant, par exemple, c'est très étonnant, quand c'est pas le sien, on peut être capable, quand on vit vraiment cette confiance, d'un rapport à l'enfant qui a une personnalisation qu'il n'a pas avec ses parents. Parce que l'inquiétude parentale brouille le face-à-face dans l'altérité. Et évidemment, la projection de l'enfant sur les parents brouille aussi l'altérité. Et donc, une tierce personne peut avoir une relation plus personnelle. Et peut, si les parents sont astucieux, être aussi un point de repère pour que l'enfant, d'ailleurs, et les parents, progressivement, lâchent les mécanismes de projection. Pas les annulent, hein, mais les lâchent. Arrête d'être enfermé en eux, quoi. Voilà. Et puis, ça fait comprendre. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose que cette confiance enracinée permet de comprendre, c'est ces situations ou ces relations d'accompagnement. Parce que cette personne qui a une relation d'altérité, ça peut être le médecin, ça peut être le thérapeute, ça peut être quelqu'un qui joue un rôle appelons ça de frère aîné, moi, j'aime bien cette métaphore, ou de sœur aînée, frère ou sœur aînée. Parce que le frère ou la sœur aînée peut avoir cette capacité de distanciation et d'accompagnement, d'altérité gratuite, comprenez bien, dans lesquelles les enjeux de projection affective sont moindres, ou pas du tout, hein. Bon, là je parle. D'accord, non, mais ça, voilà. Mais on va dire, là où la relation fraternelle, même si ça n'a existé que par moment, ou même si ça n'existe que chez certains, en tout cas, on la voit. Je trouve que la relation au frère ou à la sœur aînée dit bien ce que c'est qu'un accompagnement. Parce que ça dit précisément le fait que l'accompagnement, c'est pas un père ou une mère. On parle dans la vie spirituelle de père ou de mère spirituelle. Il faut faire gaffe avec ça. Parce que c'est précisément pas un lieu de projection. Ton thérapeute ou ton accompagnant n'est pas ton père ou ta mère au sens de la projection. Il est d'abord cet aîné. Je dis ça parce que, comment dire ça? Vous avez bien compris que tout ce chemin de confiance nous rend très humbles dans la lucidité sur le fait qu'on ne comprend jamais pleinement l'autre, qu'on comprend peu l'autre, qu'on se comprend peu soi, que ce qu'on a compris, on l'a compris, mais que c'est pas ni suffisant ni exhaustif. Et que c'est pas forcément utile à l'autre non plus. Non, que c'est pas d'abord de l'utile, tout à fait. Et que finalement, par contre, c'est très précieux d'apprendre à pouvoir renvoyer à l'autre, ou oui, faire part à l'autre de tout ce qu'on perçoit de la richesse de sa personne dans cette altérité. Ça, c'est extrêmement riche. C'est normalement dans cette relation de confiance dont on a parlé, qu'elle est le plus possible. Plus les affectifs, qu'ils soient conjugaux, qu'ils soient parentaux, viennent se mélanger et interférer, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui est pour dire que cette relation d'altérité, elle doit pouvoir rayonner dans la vie sociale, c'est ça que je veux dire. Et notamment, elle rayonne de manière particulière dans ces relations, moi, que j'appellerais d'accompagnement spontané, ponctuel ou durable, dans lequel précisément on apprend à se renvoyer les uns aux autres ce que nous sommes, avec les limites de la connaissance que nous avons les uns des autres.